Alors, notre invité cette semaine est un jeune homme dont l'agilité intellectuelle et la boulimie de travail n'ont d'égal que l'impressionnant parcours qui est le sien. Écoutez bien, à seulement 29 ans, il est déjà docteur de l'École normale supérieure, également diplômé de Sciences Po et de la Sorbonne, avocat au barreau de Paris, chercheur invité aux universités de la Sapienza de Rome et à la Yale Law School, ancien chargé également d'enseignement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en droit international, mais aussi journaliste et militant politique, ça n'aura échappé à personne. Qualifié tour à tour d'enfant terrible, d'enfant gâté, d'avocat bien né ou encore de radical chic. Il a travaillé notamment auprès du procureur de la Cour pénale internationale et du ministre des Affaires étrangères français. Il a intégré l'équipe juridique de Wikileaks et de Julian Assange et à 27 ans, il fut candidat insoumis aux législatives en Seine-Saint-Denis. Il est l'auteur de plusieurs publications engagées et critiques envers les structures et institutions existantes, notamment Réponse à Adopi, L'Ordre et le Monde, d'après une image de Daesh ou encore Crépuscule. Juan Branco, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes, je le disais, le pourfendeur auto-proclamé d'Emmanuel Macron et au cours des 142 pages de votre livre, eh bien vous analysez le phénomène donc Emmanuel Macron, ce qui a permis son accession au pouvoir, sa personnalité, ce qui a fait sa force, ce qui fait sa faiblesse surtout, et ce qui, vous l'espérez, causera sa chute. Je trouve que les essais politiques en France souffrent d'une forme de vulgarité où l'on sous-estime beaucoup la capacité du lecteur à s'exiger et à faire un effort pour arriver à une matière intellectuelle qui lui serait pas forcément donnée d'avance. Et donc dans cet ordre-là, il y a quelque chose qui est un peu un retour sur un exercice de style à la Bruyère, donc aux essais un peu lumiéristes de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, avec cette idée que M. Macron, qui se prétend être d'une nature intellectuelle particulièrement développée, n'en a pas une forcément, et qu'il était bon d'aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire cette sorte de défi qu'il a mis un peu à la face des Français, qui est de dire moi je vous suis supérieur parce que j'ai fait ces études, etc. C'est tout ce discours en fait que l'on retrouve en sous-jacence dans sa politique, mais aussi dans sa façon de s'adresser aux autres, avec ceux qui ne sont rien, etc. Et j'avais envie quelque part qu'il y ait quelqu'un qui vienne d'un milieu similaire au sien, en tout cas qui avait fait les mêmes études et avait eu des titres de gloire similaires à ceux qu'il avait pu acquérir dans sa prime jeunesse, qui lui renvoie au visage cette violence symbolique qui consiste à prendre de haut et voir de très haut les citoyens auxquels il s'adresse, en prétendant qu'à travers cela, il y aurait une forme de supériorité qui s'impose. Or, ce que j'essaie de démontrer dans ce texte, c'est que pas du tout, de supériorité Macron n'en a point, et qu'au contraire, c'est quelqu'un de relativement laborieux qui nous a imposé sa morgue sans raison spécifique. Si la maternité elle avait été en place, j'avais 20% de chance de perdre mon enfant. Au vu de ce que je vois, là, j'avais 100% de chance de perdre mon enfant. Ce père de famille, c'est Fabrice Martinez. Sa vie a basculé quand sa femme a perdu leur enfant au début de l'année, après une grossesse compliquée. Malgré un transport d'urgence en hélicoptère jusqu'à la maternité de Montélimar, pour leur fils, il est déjà trop tard. Un drame qui s'est produit quelques mois après la fermeture de leur maternité de secteur dans la ville de Die. Des fermetures de maternité qui se multiplient, comme ici au Blanc, où les habitants se sont fortement mobilisés contre la fermeture de leur établissement. En juin 2018, l'agence régionale de santé ferme la maternité pour l'été. Elle ne rouvrira jamais ses portes. 4 femmes enceintes ont porté plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui en juin dernier. Parmi elles, Stéphanie. Le terme de sa grossesse approche et la crainte d'un accouchement qui se passe mal grandit. Ça fait longtemps qu'on se stresse en fait, très longtemps à l'avance. Moi je sais que c'est mon 6e enfant, donc j'accouche très vite. Le dernier est né en 1 heure et c'est pile le temps qu'il faudra que je mette en voiture. Donc c'est le stress de se dire peut-être que j'aurai pas le temps d'arriver jusqu'à une maternité, peut-être que je vais accoucher chez moi toute seule, peut-être que je vais accoucher sur le bord de la route, on ne sait pas. Et donc ça c'est juste inadmissible en fait. Car depuis la fermeture de leur centre, les femmes enceintes du bassin blancois doivent faire 1 heure de route pour rejoindre les 3 autres maternités de leur secteur. Et cette situation est loin d'être un cas isolé. Depuis 40 ans, 2 tiers des maternités françaises ont fermé, la plupart dans des territoires déjà fortement touchés par l'abandon des services publics. Désormais, plus de 167 000 Françaises vivent dans un désert obstétrique, à plus de 45 minutes de voiture d'une maternité. Alors avec le collectif de défense de la maternité, c'est pas demain la veille, ces mamans se sont organisées pour sensibiliser la population et limiter les dégâts. On a trouvé en fait une petite aire de stationnement dans un village à proximité du Blanc
Et on y a installé en fait une tente avec une table d'accouchement. Le jour de l'inauguration, on a présenté une application qu'on peut trouver sur internet qui explique en fait comment faire pour accoucher dans la nature, puisque on se retrouve finalement complètement abandonné et à devoir se débrouiller par nous-mêmes. Et puis ce qu'on appelle le pack 1 heure de route, donc c'est un petit kit qui est proposé à toutes les femmes qui vont accoucher, dans lequel elles vont trouver des magnettes à mettre sur leur véhicule. Donc celui-ci, il est pour mettre sur le capot avant de la voiture, un gyrophare. Donc là, l'idée, c'était aussi d'être visible de nuit parce qu'on habite en campagne. Puis il y a un petit magnète aussi pour l'arrière du véhicule qui dit donc pareil, 1 heure de route égale 1 heure de doute. Des actions au caractère ironique qui soulignent la gravité de la situation. Chez ces mères, la colère a succédé à la peur. Stéphanie dénonce la politique de santé mise en place par Agnès Buzyn qui favorise les grosses maternités. J'ai rien contre les gros centres, mais c'est un peu des usines à bébés. On arrive, on a un numéro de dossier, on prend pas trop le temps de nous expliquer et du coup, on va rester peu de temps aussi à la maternité. Il y a des mamans, un premier bébé, elles ont besoin de faire des rencontres avec leur bébé, de voir le temps, chose qu'on avait ici et ça, c'est un petit peu dommage, ouais. Faire connaissance avec son bébé et aussi avec les sages-femmes, maillon indispensable du fonctionnement des maternités. Il en existe plus de 22 000 en France. Elles entretiennent une relation privilégiée avec leurs patientes qui serait mise à mal par la diminution du nombre de maternités. Annie travaille depuis plus de 20 ans à l'hôpital d'Épinal. Oh, bonjour. C'est l'heure de manger pour Iris. Moi, des fois, je me dis que je suis privilégiée de pouvoir passer du temps avec une patiente. Quand on en parle avec d'autres collègues dans d'autres centres, des fois, je me dis que je suis chanceuse de pouvoir donner cette prestation à mes patientes. Si les sages-femmes craignent pour leurs conditions de travail, elles s'inquiètent surtout pour leurs patientes. Comment allez-vous ? Élodie vient tout juste de commencer sa carrière de sage-femme, mais elle s'alarme déjà des conséquences de ces fermetures de maternité. Ça va. Moi, ça m'inquiète énormément pour les patientes. Parce que oui, c'est sûr, on regroupe les maternités et quand on écoute les médias, oui, mais on va mettre en place des choses pour que les patientes puissent retourner dans une maternité s'il y a le moindre souci. Oui, sauf que des fois, on ne peut pas le prédire à l'avance, le souci. Quand on a une patiente qui va se retrouver chez elle, qui va avoir 1 heure de contraction, qui va nous téléphoner en nous demandant est-ce qu'il faut que je vienne ou pas. Faire des consultations par téléphone, c'est impossible dans notre métier. On a besoin de sentir les choses, on a besoin de voir les patientes. Ne pas avoir d'hôpital de proximité à moins de 30 minutes, pour moi, ça devient quelque chose de dangereux pour nos patientes et ça va forcément conduire à des situations regrettables qu'on aurait pu éviter dans d'autres situations. Car la logique de concentration de ces établissements, mise en place par le gouvernement, favorise les accouchements hors maternité. Des accouchements sauvages qui multiplient par 3 le risque de bébés mort-nés. Un risque que le gouvernement semble prêt à prendre, puisqu'un seuil minimum de 300 accouchements par an est fixé par la loi pour qu'une maternité reste ouverte. Pourtant, la ministre de la Santé invoque la sécurité des patientes pour justifier ces fermetures. Il n'y a rien de financier dans les ouvertures ou fermetures aujourd'hui des maternités. Rien. La seule chose qui compte, pour moi en tant que ministre de la Santé, c'est la sécurité des femmes enceintes et des bébés. Mais comment parler de sécurité quand des femmes se retrouvent contraintes d'accoucher sur le bord de la route ? Pourquoi fixer un nombre d'accouchements minimal si ce n'est par souci de rentabilité ? Ces questions, nous avons voulu les poser aux agences régionales de santé qui gèrent ces fermetures de maternité au niveau local. Malheureusement, elles ont décliné toutes nos demandes d'interview. Même chose à Remiremont, petite commune au cœur des Vosges. En 2016, la maternité de la ville, dont dépendent 80 000 personnes, est menacée de fermeture. Un projet de fusion avec la maternité d'Épinal est annoncé par l'agence régionale de santé, mais grâce à la mobilisation des habitants, il est aujourd'hui suspendu. Jean Tisserand, médecin gynécologue, fait partie du comité de défense de l'établissement. Cette mode du gigantisme des grosses maternités regroupant plusieurs services met en danger les patients, déjà par l'éloignement. Si on met la maternité de référence à 60 km, les gens ne se feront plus suivre. L'éloignement est un facteur également d'accouchement à domicile. Un accouchement peut bien se passer, mais il peut mal se passer. L'accouchement à domicile, c'est l'accouchement des années 20, des années 30, des années 40 du siècle dernier, où il y avait une mortalité maternelle et périnatale importante. Et il ne faut pas accepter ça. Ne pas accepter, refuser ce retour en arrière. C'est ce qu'ont décidé tous les comités de défense des maternités de proximité dans l'Hexagone. À Thann, Alkirch, Guingamp-Die, Leblanc, Creil, Saint-Claude, où les maternités emportent avec leur fermeture un pan de l'histoire de ces territoires.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ici à Paris avec ce cortège extrêmement fourni qui représente quasiment l'ensemble des services de l'hôpital public maintenant. Ça fait des mois, vous le savez, que l'hôpital public est en lutte. Ça a commencé avec les services d'urgence, plus de 300 services d'urgence en grève. Je crois que quiconque a fait l'expérience de l'hôpital public pour soi ou pour les siens récemment exprime une immense gratitude pour ce personnel de santé, ces fonctionnaires qui tiennent à bout de bras un hôpital public qui est en train de s'écrouler littéralement. Face à cela, on a maintenant une contagion à d'autres services. Et aujourd'hui, ce qu'il y a d'extrêmement important à noter, c'est que dans cette mobilisation, vous avez énormément de services différents qui représentent l'hôpital public. Et vous avez aussi des médecins qui ont choisi maintenant de soutenir le mouvement et de s'y joindre. Parce que oui, c'est tout l'hôpital public, c'est tout notre système de santé qui est mis en difficulté. Le système de santé en France, il est regardé, apprécié, observé à travers le monde depuis des années, notamment avec le modèle de la sécurité sociale. Mais depuis 30 ans, il subit durement les politiques de libéralisation successives au bénéfice du privé. Alors, dans le privé, les conditions de travail sont difficiles aussi. Mais pour les usagers, on a maintenant un système de santé qui fonctionne à deux vitesses. Vous avez d'un côté, pour ceux qui ont les moyens, le privé, pour ceux qui peuvent payer, ceux qui peuvent utiliser leur carte bancaire plutôt que leur carte vitale, et de l'autre côté, l'hôpital public qui véritablement est en train de s'écrouler. Donc c'est un cri d'alerte qui est en train de donner l'hôpital public aujourd'hui, en ce 14 novembre, alors que depuis des mois et des mois, ils se mobilisent, et que face à leur mobilisation, la réponse du gouvernement, la réponse de Madame Buzyn, c'est que finalement, il faut continuer à faire des économies, parce que c'est la grande trajectoire de ce gouvernement, faire des économies et à tout prix, et que finalement le salut de l'hôpital public ne tiendrait qu'à une réorganisation, des restructurations, des redéploiements de moyens, comme ils disent. Et bien là, aujourd'hui, le message qui est porté par ce cortège, par les personnels hospitaliers, c'est ça suffit le blabla, ça suffit le verbiage entrepreneurial à l'hôpital. Il faut des moyens sonnants et trébuchants pour l'hôpital public, parce que vous le voyez, la situation est gravissime. Les services d'urgence débordent, et puis derrière les services d'urgence, bien sûr, il y a les étages, il y a tous les autres services, il y a les maternités, il y a ces nombreux lits qu'on a fermés depuis des années. Bref, Madame Buzyn, assez de parlotte, assez de blabla. Maintenant, il faut du fric. Il faut du fric pour l'hôpital public, c'est simple à comprendre. On pensait qu'au moins Emmanuel Macron nous préserverait de ça. Sur l'écologie, il n'y avait rien dans son programme. Sur l'économie, il était libéral, pas de surprise. Sur le social, antisocial, on s'y attendait. Mais au moins, on pensait qu'il ferait barrage, pas seulement à Marine Le Pen, mais également à ses idées. Et un certain nombre de millions de personnes dans ce pays ont voté pour lui, au deuxième tour de la présidentielle, pour cette raison. Il s'avère au fil des semaines que le barrage se transforme en pont. Et que c'est aujourd'hui un pont qui se construit entre le macronisme et l'extrême droite. On en a une illustration aujourd'hui. On écoute M. Ruffin, mes chers collègues, on écoute M. Ruffin. Sur l'aide médicale d'État, c'est symbolique. C'est symbolique. Eh bien oui, on agite un symbole. Pourquoi ? Pour 0,06% de fraude. Pour 15 millions d'euros. Ça compte pas dans le budget, mais c'est un symbole qui est envoyé. L'an dernier encore, et j'ai entendu des voix courageuses qui se sont élevées sur vos bancs. L'an dernier encore, ici, vous teniez bon. Madame la ministre, vous teniez bon. On entendait Madame Tamarel qui répétait liberté, égalité, fraternité. Vous teniez bon. Et voit que la falaise s'érode. Mais ça, c'est pas nouveau, ça s'inscrit dans une séquence qui s'ouvre avec le grand débat où on nous dit il ne faut pas parler des questions de santé, mais par contre, on peut parler de l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là où on a un peuple fort, il faut opérer division et diversion. Et cette séquence se poursuit aujourd'hui avec une très grande cohérence, avec le voile, avec les quotas et aujourd'hui avec l'aide médicale d'État, avec la une de Valeurs Actuelles. Voilà sous quelle lumière s'ouvre la deuxième partie du mandat d'Emmanuel Macron, et elle est bien sombre. Liberté, égalité, fraternité.
Oh là, on vraiment tout dans le cul. Démerde-toi. Fais-moi crédit, je t'en supplie. Je peux rien pour toi. Si tu me prêtes pas, je suis dans le caca. Rien n'est fait de la sous-prière. Le banquier ne veut plus nous prêter. On est tout le temps à découvert. Et les âges vont s'additionner. La vie coûte de plus en plus cher. On est tous obligés d'emprunter des crédits ou des prêts bancaires. Qu'un jour il faudra rembourser. Emmène-toi. Si je m'endette, je ne m'en sors pas. Emmène-toi. Si je m'endette, aïe aïe aïe. Avez-vous des cautions bancaires et surtout un très très gros salaire? Même avec un bon CDI, faut pas rêver, on vous fera pas crédit. Pas la peine d'insister, y a plus de pognon, il s'est envolé. Les caisses sont vides, on ne peut plus prêter, c'est les traders qui ont tout bouffé. C'est la cata. Non, le Sans savoir. On sait très bien que l'objectif, il le maintient toujours. Et sous couvert d'une communication où ils nous vendent à chaque fois une réforme transparente, où tout le monde serait gagnant et juste, on sait très bien qu'elle n'est aucune des trois. Elle n'est pas transparente parce que le point, on ne connaîtra pas la valeur quand on partira à la retraite. On n'est pas gagnant parce qu'on sait qu'on y perdra tous, bien évidemment, parce que le but étant de geler à 14% les dépenses dédiées au système de retraite. On sait qu'on sera toujours plus nombreux pour un gâteau qui ne grossira pas. Julie Garnier, vous souhaitez qu'elle aille le plus loin possible, cette grève du 5 décembre ? Ce que j'ai surtout noté, c'est que dans l'argumentaire de M. Maillard, c'était encore une volonté de vouloir diviser les Français. C'est-à-dire de mettre les usagers contre les cheminots et puis expliquer en plus par hasard que les cheminots ont un système favorable, donc on va les laisser de côté et puis on va nous mettre les uns contre les autres. Non, ce qui est vrai, monsieur, c'est que dans votre réforme des retraites, vous allez appauvrir tout le monde et que vous êtes incapable de faire la démonstration qu'il y aura un seul gagnant dans cette histoire, parce que nous serons tous perdants. Et ce qui fait peur au gouvernement, c'est justement cette convergence. Il y a la CGT qui vient de s'arrêter. Mais les départs à la retraite des conducteurs, par exemple, le 5 décembre, nous serons tous perdants. Et ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une réforme, c'est toujours vers le plus bas. Parce que ce que fait Emmanuel Macron consiste à chaque fois dans le même résultat, c'est-à-dire l'enrichissement des 1% et l'appauvrissement des 99%. Prenez n'importe quelle réforme qui s'est passée sur le mois dernier, que ce soit le chômage, que ce soit le travail de nuit qui n'ait plus de compensation, que ce soit le recalcul des APL, que ce soit, etc. Sur un mois, à chaque fois, toutes les décisions aboutissent systématiquement au même résultat. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec la réforme des retraites, ce sera exactement la même chose. Et il y a une convergence. Il y a une convergence entre les Gilets jaunes qui ont appelé au 5 décembre. Il y a une convergence avec les cheminots. Mais pas que. Il y a aussi pétrochimie, il y a aussi l'aérien et il y a encore d'autres secteurs qui vont se mobiliser et qui vont arriver sur le 5 décembre. Vous souhaitez que le maximum de monde se mobilise et que ça dure ? Ce que je souhaite, c'est que les gens comprennent qu'on peut être gilet jaune, on peut être retraité, on peut être fonctionnaire, on peut être enseignant, on peut être médecin, on peut être avocat, on peut être tout ce que vous voulez, mais derrière, on est tous les perdants, on est tous les victimes de ce système qui, à chaque fois, nous conduit dans des situations les plus abominables. Le 5 décembre, je souhaite qu'il y ait le plus de personnes qui soient unies, qui le disent fortement, qui le disent de manière déterminée, pour que le système, actuellement, qui nous broie tous autant qu'on est, s'arrête, cesse et qu'on renverse la table. Voilà ce que je veux. Philippe Martinez, c'est cet appel qui a été publié dans Libération le week-end dernier pour dire stop à l'islamophobie. Vous avez signé cet appel. Est-ce que vous assumez cette signature ? Bien sûr, bien sûr. Il y a, on est dans ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ce climat malsain qui consiste à montrer du doigt des hommes et des femmes qui n'ont pas la même couleur de peau, qui ont une autre religion, qui ont un nom ou un prénom pas tout à fait français. On joue les oppositions.
pour masquer les responsabilités des problèmes de la majorité des citoyens, on joue les oppositions. Et donc, oui, mais nous dans assumons... cet appel, il n'y a aucun mot qui vous gêne, aucune phrase qui vous gêne, vous assumez toutes les phrases. Par exemple, quand dans l'appel, il y a écrit « Les actes qui visent les musulmans s'intensifient, qu'il s'agisse de discrimination ou de lois liberticides ». C'est quoi les lois liberticides ? C'est aussi ce qu'on vient d'évoquer. Il y a ce qui s'est passé à Bayonne, par exemple. Il y a, sur les lois liberticides, sur ce mot « loi liberticide », ça vous gêne pas ? Est-ce qu'il y a des lois liberticides aujourd'hui qui concernent les musulmans en France ? Mais il y a, par exemple, tout le débat autour du foulard. Est-ce que on essaye là aussi de stigmatiser ? Il y a bien des projets de loi, ou en tout cas des projets de loi qui vont consister à dire qu'on n'a pas le droit de porter un foulard ou autour de la tête dans l'espace public. Donc pour vous, la loi sur le voile, c'est une loi liberticide ? Bien sûr. La loi de 2004 est une loi liberticide. Il y a besoin de respecter la laïcité, mais au nom de la laïcité, on n'a pas le droit de montrer du doigt ou de stigmatiser telle ou telle religion. Or, c'est souvent ciblé, c'est toujours ciblé sur les mêmes. Donc nous assumons notre signature parce que nous sommes profondément antiracistes, et il ne faut pas tout mélanger. Or, le gouvernement, pour emboîter le pas du Rassemblement national, fait un amalgame dangereux. Qu'est-ce que vous défendez à travers cette manifestation ? La liberté de conscience ? Premièrement, la laïcité, mais aussi la liberté de culte, mais elle doit être encadrée. Nous sommes attachés donc la loi de 2004 est liberticide, la loi de 1905, est-ce qu'elle est aussi pour vous ? Nous sommes attachés à la laïcité, notamment dans les services publics, à l'école. Mais en même temps, c'est aussi un combat contre le racisme. Parce que on voit bien que la façon de traiter l'attaque contre une mosquée est différente que ce qui peut se passer dans d'autres endroits. Donc il y a besoin... tous les actes racistes sont condamnables, tous. Mais quand vous dites c'est différent, c'est-à-dire qu'un acte anti-musulman n'est pas traité de la même manière qu'un acte antisémite, par exemple ? Tous les actes... Ou anti-chrétiens, d'ailleurs ? Tous les actes racistes doivent être traités de la même façon. Et pour vous, ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Je trouve que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans cette tribune, juste, vous ne m'avez pas répondu sur la loi de 1905. Est-ce que la loi de 1905, pour vous, c'est une loi liberticide ? Il y a besoin qu'on rediscute de la laïcité, certainement, redéfinir. Nous réfléchissons sur la question avec des associations, mais il y a besoin d'y réfléchir, parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Sur la loi de 1905, je pense qu'il y a des choses à redéfinir. Mais en tout cas, les règles, elles sont précises sur la laïcité. Dans cette tribune, évidemment, c'est une tribune qui s'appelle Stop à l'islamophobie. Donc vous dites, si on vous entend bien, qu'il y a de l'islamophobie en France. Pour vous, c'est quoi votre définition de l'islamophobie ? C'est du racisme. C'est du racisme. C'est de considérer que ceux qui pratiquent cette religion seraient forcément louches. Bon, vous irez manifester, on l'a bien compris dimanche. Est-ce que vous comprenez ceux qui n'y vont pas alors qu'ils ont signé l'appel, comme François Ruffin, par exemple ? Vous lui posez la question comme vous le croiserez. Nous, le message de la CGT, il est clair. Et donc, on y va à partir de ce message et sur le contenu de notre signature. Je pense qu'il y a besoin de se rassembler largement, retrouver ces valeurs que j'évoquais tout à l'heure sur les questions d'antiracisme. On a perdu du terrain sur ces questions-là. Allez. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, monsieur le ministre. Bon, moi je vais faire les remerciements d'usage comme tout le monde, pour les policiers, les gendarmes, les personnels administratifs aussi, puisque comme on discute quand même, pas que la police, la gendarmerie, bien qu'il y en ait beaucoup des personnels administratifs, mais l'administration générale et territoriale de l'État, et qu'il faut quand même leur rendre hommage aussi, je les cite également. Et enfin les pompiers, même si pour les remercier, il vaudrait mieux éviter d'utiliser du gaz lacrymogène ou encore des tirs de LBD, mais ceci est une autre histoire. Je vais d'abord vous parler d'un sujet dont on a assez peu parlé finalement, en voyant que c'était un truc un peu technique, de réforme interne à l'État, les secrétariats généraux communs et la création de ce nouveau programme 354. D'ailleurs, peut-être qu'un jour quelqu'un pourra me répondre sur à quoi correspondent ces numéros, puisque je n'en sais toujours rien. Alors pourquoi 354 et pas un autre ? Si jamais quelqu'un le sait, qu'il se signale. Les secrétariats généraux communs se mettent en place dans un budget administration générale et territoriale de l'État qui compte environ
Grosso modo, quand on refait les comptes, moins 600 personnes, entre moins 600 et moins 700 ETPT. Alors du coup, on fait des fusions, des mutualisations, de la dématérialisation pour faire ces gains de productivité en quelque sorte, et pour pouvoir faire en sorte d'avoir une qualité de service rendue assez identique, similaire, voire peut-être même meilleure avec moins de monde. N'empêche que c'est quand même compliqué à résoudre comme équation. J'en veux pour preuve le CERT de Nantes sur la question des permis de conduire où les délais sont complètement explosés. Je pense que personne ne peut se satisfaire de cette situation à Nantes et encore moins les agents qui en préfecture reçoivent quand même du public parce que les gens viennent. Et tout ça génère de l'agressivité, de l'animosité auxquelles les agents ne peuvent apporter absolument aucune espèce de réponse. Et pourtant, nous avions l'expérience des cartes grises. Je me demande ce qu'on en a fait de cette expérience puisqu'on reproduit les mêmes erreurs systématiquement. Alors, on nous a dit, ces secrétariats généraux communs, ça concerne essentiellement les départements, pas du tout les régions, vous inquiétez pas. Je vous pose un cas concret. On sait déjà que les directions régionales de la jeunesse, et sport, cohésion sociale, etc., sont déjà le secrétariat généraux commun des DDCS, directions départementales. C'est pareil pour les DREAL. Il y a des fonctions déjà mutualisées pour les directions départementales des territoires et de la mer quand il y a la mer. Et puis les SGAMI, les SGAMI font déjà ça notamment sur les RH, pour tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Et donc quand vous allez mutualiser toutes ces fonctions-là, qui sont déjà mutualisées dans leur propre direction régionale, qu'est-ce qu'on laisse à la direction régionale? Qu'est-ce qu'on met dans le SGAMI au service de la préfecture et de tout le monde au programme 354? Bon, je vous fais une petite colle comme ça, parce que je crois que finalement, pas grand monde n'a la réponse. On voit encore comment on fait des réformes, parce que vu d'en haut, ça fait bien de mutualiser, fusionner, harmoniser, mettre ensemble, tout ça, et qu'à la fin, quand il s'agit de le mettre en œuvre, c'est un peu plus compliqué, un peu plus subtil que ça, surtout dans un calendrier contraint pour expliquer que le département est devenu l'échelon prioritaire de l'exécutif pour mettre en place des services de proximité. D'ailleurs, dans ces fusions, mutualisations, on pourrait dire on est en train de créer de plus en plus de services de proximité à distance. Franchement, fallait le faire. Sur le programme 176 et 152, il y a un sujet majeur, c'est la question des dépenses de fonctionnement du titre 3. On voit là clairement qu'il n'y a pas une augmentation suffisante sur le sujet, de sorte à ce qu'on recrute, et on ne sait pas bien quel matériel à donner aux uns et aux autres, que ce soit de la ramette de papier jusqu'à l'armement. Mais je voudrais vous parler finalement de la formation et de la recherche. D'abord par en haut, il a fallu que je fasse un choix dans mon déroulé. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le ministre, je vous ai interrogé en commission, vous ne m'avez pas répondu sur ce point. La suppression de l'Institut national des hautes études en sécurité et en justice. Non. Ah non, pas celle-là. Pas sur Non, j'étais pas parti. Vous n'aviez pas répondu sur l'Institut national des hautes études en sécurité et en justice. Et j'ai des braves attachés parlementaires qui d'ailleurs veillent au grain et regardent les vidéos. Je poursuis. La suppression de cet institut, ça vous fait ni chaud ni froid? Simplification administrative, un truc de trop qui traînait par là, etc. Comment vous le vivez? Voilà. Comment vous le recevez? Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais pas vous. Et par en bas, toujours pas d'ouverture d'écoles de police supplémentaires. Alors on recrute, on diminue à 9 mois le temps de formation. D'ailleurs, vous n'y avez pas touché, on est toujours à 9 mois. Et parce qu'il faut du rendement, quoi. Il faut former du bleu, dans les deux couleurs, que ce soit gendarmerie nationale ou police nationale. Et on ne se pose pas la question de la formation initiale, celle de la formation continue était déjà suffisamment compliquée. Et d'ailleurs, cette formation se lie aussi à une recherche. Il se trouve qu'il y a toujours en théorie, je crois qu'on parle toujours de la police de sécurité du quotidien. Je crois d'ailleurs que vous en avez reparlé dans vos déplacements récents avec le cirque qui a brûlé, en disant voilà, il fallait une police de proximité, vraiment plus près du terrain, reconquête républicaine, etc. C'était pas l'INHESJ qui était censé superviser la recherche sur la PSQ? Mais s'il n'y a plus d'INHESJ, comment on fait? Enfin vous voyez bien que j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de pilote dans ce ministère, qu'il serait temps d'en changer.